Tout à l'heure, nous étions en train de signer des ouvrages, Bruno Cassanti et moi, et nous nous faisions la réflexion que le mot émancipation, que lui et moi, nous avons le même âge, nous sommes de la même génération, ce mot qui avait une telle importance pour nous, et je pense pour Christophe aussi, lorsque nous sommes à peu près nés pas à la vie publique, mais en tout cas à l'engagement au sein de la cité, ce mot émancipation, qui est un mot magnifique, avait une importance réelle, et c'était un mot qui était extrêmement souvent employé. Et Bruno Cassanti et moi-même, nous nous faisions la réflexion, c'est que ce mot, au cours de cette campagne présidentielle, alors que nous savons bien que c'est une campagne avec des enjeux extraordinaires, parfois même extravagants, mais d'abord extraordinaires, ce qui explique l'incertitude de cette campagne, et cette incertitude certainement jusqu'au bout, le mot émancipation est quand même absent. Certains de l'emploient, mais dans les débats, en tout cas, alors que nous avons connu une époque où il était employé en permanence, et pour le coup, c'était un mot qui passait la frontière entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement un mot qui campait dans un espace et dans un horizon politique. Aujourd'hui, ce mot est un peu pauvre. Et d'abord, merci aux organisateurs qui posent cette question. Y a-t-il une émancipation à la française? Parce qu'ils redonnent en tout cas des lettres de noblesse à ce mot. Alors pour planter le décor, j'ai recours évidemment bien sûr au bon vieux Larousse. Et que nous dit le bon vieux Larousse? Je passe sur les termes juridiques de l'émancipation. Mais il nous dit émancipation, action de s'affranchir d'un lieu, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination et d'un préjugé. Nous dirions presque aujourd'hui ce mot on l'emploie, moi-même j'étais le premier à l'employer, et nous l'employons tellement souvent, ce sont les termes assignation à résidence, qu'au bout d'un moment, c'est assignation à résidence, ça devient, on va être un peu autocritique par rapport à nous-mêmes, ça devient presque comme vivre ensemble, ça devient comme une tarte à la crème. Mais en effet, c'est le refus, l'assignation, c'est le refus de cette assignation à résidence. C'est ça l'émancipation. Et on comprend mieux pourquoi, pour l'aborder, un certain nombre de nos politiques ont des pudeurs de violette. Donc, en fait, l'émancipation, c'est le contraire de cette formule que l'on donne aux femmes et aux hommes, naît et éternellement demeure ainsi. Parce que je pense qu'ici, dans cette salle, vous avez, en tout cas, vous êtes tous réunis par cette pensée commune qui veut que ce qui importe, c'est la construction de soi permanente, et que cette construction de soi ne peut se faire pas simplement en étant délimité dès votre naissance, en vous disant, voilà, vous allez vous définir parce que vous êtes. Non, vous ne vous définissez pas seulement parce que vous êtes, aussi bien sûr parce que vous êtes, mais vous vous définissez, c'était Malraux qui le disait, et d'autres aussi, par la somme de vos actes, par ce que vous faites. C'est ça également ce qui vous définit. Et c'est ça aussi également, cette possibilité-là, c'est l'émancipation. Dès lors, est-ce qu'il y a une émancipation à la française ? Le sujet, la formulation est magnifique parce que la question est, est-ce qu'elle a un lien avec les valeurs universalistes? Est-ce qu'elle existe? Et est-ce qu'elle est toujours à la hauteur de son enjeu? Et pour ça, j'ai repris un mot de conclusion de Bruno Cassanti dans le livre qu'il dédicace tout à l'heure, qui est La question juive des modernes, philosophie de l'émancipation, qui vient de publier aux éditions du PUF. Bruno Cassanti est maître de conférence à Paris 1, et puis il a été aussi, il est directeur de l'EHESS. C'est notamment, en tout cas, un spécialiste de Marcel Mauss, auquel il a consacré son premier livre, Le fait social total au PUF. Et il a comme originalité, lui, justement, c'est de refuser les cloisonnements, puisqu'il travaille au croisement de la philosophie politique et des sciences sociales. Ce livre, donc, La question juive des modernes, philosophie de l'émancipation, à la fin, Bruno Cassanti, vous avez cette phrase, et je pense que cette phrase plante très bien le décor. Émanciper individuellement et collectivement,
faire que l'autonomie ne se vive qu'au sein d'une société qui en favorise l'actualisation pour tous. Et c'est ça finalement le défi de cette émancipation à la française. Oui, il y a autonomie, oui, il y a émancipation de l'individu, mais est-ce qu'il y a également actualisation pour tous? Vous avez la parole. Alors je tiens d'abord à remercier le Grand Orient de France, et croyez-le bien, mes remerciements n'ont rien de rhétorique. Je mesure, je crois, l'honneur qui m'est fait, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Alors la question qui m'a été posée touche un thème qui vous est cher, comme il nous est cher à tous, l'émancipation. Plus précisément, il m'a demandé de m'interroger sur les caractéristiques, la nature particulière d'une émancipation à la française, d'un chemin dans l'émancipation typique ou caractéristique de la voie française. La précision n'est paradoxale qu'en apparence. Le mot émancipation, le fait de se soustraire à une entrave, vous venez de le rappeler, à la mancipation, à la mainmise du maître sur l'esclave, c'est l'affranchissement juridique et politique dont l'origine proprement moderne renvoie évidemment aux révolutions. Mais à quelle révolution? Dans son emploi historiquement attesté, le mot émancipation n'est pas à proprement parler une invention des révolutionnaires français. Ou plutôt, il est devenu par une sorte de translation que j'aimerais un instant parcourir. Il fut d'abord employé à propos des catholiques d'Irlande au milieu du XVIIIe siècle pour décrire l'octroi, ce qui leur était accordé, de droits religieux et politiques. Puis, le mot très vite s'est déplacé pour s'appliquer aux juifs anglais qui avaient bénéficié dès le XVIIe siècle de l'hospitalité de Cromwell après leur expulsion au XIIIe siècle, mais qui devaient en fait en Angleterre attendre longtemps le statut de sujet émancipé qui n'est venu qu'après l'émancipation française. Puis, toujours dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle où je me situe, le mot se retrouve, passe la Manche donc, en France et passe le Rhin en Allemagne, cette fois dans le sillage des lumières françaises et allemandes. Et c'est dans le discours révolutionnaire français donc qu'il acquiert le rang d'un maître mot dans l'accomplissement de la liberté et de l'égalité dans le statut de citoyen. Ce statut, ce rang de maître mot, il l'a gardé longtemps, très longtemps, jusqu'à effectivement, vous l'avez dit, nous avons fait ce diagnostic ensemble tout à l'heure, jusqu'à s'émousser, non pas disparaître, mais devenir moins palpable, d'une présence plus diaphane dans nos esprits. J'accorde, c'est une citation, j'accorde tout aux Juifs comme individus et rien comme nation, disait en substance Clermont-Tonnerre devant l'Assemblée en 1789. L'émancipation, dans cette phrase typique, s'adresse à un collectif, s'adresse à des collectifs, les Juifs, les protestants, les femmes, les colonisés. Mais dans la voix française que nous avons commencé d'entendre ici, l'émancipation s'adresse à des collectifs pour autant qu'ils n'en sont plus ou sont susceptibles de ne plus l'être. Dans ces collectifs d'adresse, l'émancipateur, l'État émancipateur, qui n'est pas un prince qui attribuerait, c'est-à-dire concéderait des droits selon une logique de l'octroi, l'État émancipateur ne voit face à lui qu'une totalité discrète, un agrégat d'individus. Ici, des individus juifs et pas une nation juive. Comment l'émancipateur peut-il ainsi dissoudre ce qu'il voit devant lui, le corps auquel il s'adresse? Il le peut parce qu'il le recompose en son propre sein, en lui-même. L'émancipateur n'est pas un prince, dans la voie française qui commence avec la Révolution. Un prince, un roi ne peut pas vraiment émanciper parce qu'il ferait simplement passer d'une mainmise à une autre. Il ferait basculer un collectif dans la nation sans pouvoir lui dire qu'une fois dissous,
il est la nation. Il est en vérité la vraie nation. Il se confond avec elle. Or, c'est ce que peut l'État révolutionnaire. Il peut voir le collectif, lui dire qu'il ne le reconnaît pas, lui dire qu'il n'est rien pour lui, ne lui accorder rien en tant que collectif, et dans le même temps dire à chacun de ses membres qu'il a tout, qu'il a tous les droits, parce qu'en tant qu'individu, et seulement en tant qu'individu, il fait partie du seul vrai tout. Le seul tout qui comptera désormais, politiquement, la nation libre qui se donne à elle-même ses lois. Et qui accorde à tous ses membres de participer à la façon dont elle se les donne, ces lois, à la façon dont elle les évalue quant à leur justice, les mesure, les examine et finalement les applique de façon juste, c'est-à-dire absolument égalitaire. Bien entendu, on dira que tout cela, c'est du discours, c'est de l'idéologie. La nation, en réalité, est une société qui choisit qui elle émancipe et qui elle n'émancipe pas, utilisant par là des critères qui sont autant de restrictions à la proposition d'universalité qu'elle invoque. Tout, j'accorde tout. De même, il faut se demander de quel droit on parle quand on parle de la citoyenneté. Droits civils, droits politiques, droits sociaux. L'émancipation française, quoi qu'il en soit, élève très haut, le plus haut possible, la teneur de la promesse. Hommes et citoyens, vous serez tous libres et égaux dans une société qui se concevra elle-même comme libre et qui devra son unité, sa solidarité, à la liberté et à l'égalité qui se réalisent en elle. C'est là une très grande promesse, trop grande, démentie par les faits. Je mets un point d'interrogation. Les femmes, en l'occurrence, attendront bien longtemps qu'elle soit vraiment tenue. Je ne parle pas des colonisés. Irréaliste, disent ses détracteurs. Mais le problème est d'abord d'analyser la structure de cette promesse, de la comprendre. Le sens, de comprendre le sens qu'elle a vraiment au moment où on la tient. Car elle est en fait beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. En tant que corps particulier, en tant que nation dans la nation, vous n'avez rien. En tant qu'individu, dans la nouvelle et la seule nation, vous avez tout. Le tout que vous avez, c'est le tout des droits civils et politiques. Parmi ces droits, il y a ceux, évidemment, d'être ce que vous êtes. Êtes-vous juif? Alors, cela voudra dire que vous pourrez être un citoyen juif. Mais un citoyen juif n'est pas citoyen en tant que juif. Il est citoyen en tant que Français. C'est un juif français, ou plutôt un Français juif, si on veut décliner son identité dans le sens logique qui rend lisible l'acquisition de ses droits. Concrètement, cela voudra dire qu'il décide ou pas d'être juif individuellement, en allant librement comme l'État lui-même lui en donne le droit, et pas comme le rabbin ou le chef de communauté lui en donne l'ordre, il ira ou pas à la synagogue. Concrètement, cela veut dire que lorsqu'il sort de chez lui, dans un état libre, il peut décider d'aller à la synagogue ou de ne pas y aller. Son émancipation se manifeste dans le fait qu'il y va, de son propre chef, selon son propre choix ou pas. Il a été émancipé de l'émancipation de son collectif d'appartenance religieux. Et donc, il n'appartient pas à ce collectif de la même manière que lorsqu'il n'était pas émancipé. Il lui appartient autrement que lorsque l'émancipation historique à la française n'avait pas eu lieu. Je vais revenir sur le cas des Juifs et sur sa centralité historique dans cette affaire. C'est le sujet de mon dernier livre, La question juive des modernes, philosophie de l'émancipation. L'idée essentielle est que la question juive est une voie d'accès à une meilleure compréhension de l'émancipation pour les modernes en général, et donc un outil d'éclaircissement du concept d'émancipation dans toute sa généralité, quels que soient les individus ou les groupes
qui y sont engagés, juifs et non-juifs. Mais avant d'en venir à cette question, qu'il faut poser à propos des Juifs à l'échelle de l'Europe entière, et pas seulement de la France, j'y reviendrai, je voudrais souligner un point, une conséquence de ce qu'on vient de voir. L'individu émancipé ne cesse pas d'être lui-même quand il est émancipé. Un État libre, dans la forme qu'il a prise en France après la Révolution, un État constitutionnel républicain, l'État d'une nation républicaine, n'abolit pas les groupes d'appartenance. Seul un État totalitaire prétend à ce genre d'abolition. Jamais la République, y compris dans ses versions intransigeantes, les plus fermes, n'a visé de n'avoir devant elle que des individus détachés de leur collectif d'appartenance. L'opération républicaine est plus subtile et en un sens, elle est plus exigeante. Encore une fois, elle se saisit empiriquement en prenant l'individu lorsqu'il sort de chez lui et qu'il décide d'aller à la synagogue, à la mosquée ou à l'église. Il décide d'y aller ou de ne pas y aller et se dit en son fort interne, lorsqu'il décide de ne pas y aller, Dieu ne met rien, ou ce Dieu-là ne met rien, j'en cherche un autre, ou je n'en cherche pas, seuls les ignorants en cherchent. Dans cette position singulière, notre individu est émancipé. Cela veut dire qu'il n'appartient plus de la même manière à son collectif d'appartenance lorsqu'il décide de lui appartenir. Alors ce que cela signifie, c'est que ces collectifs, en République, ne sont plus les mêmes. Cela veut dire qu'ils se réfléchissent en eux-mêmes. Ce n'est pas seulement qu'ils concèdent de ne plus exercer d'émancipation sur les membres. Ce n'est pas seulement qu'ils se coulent dans les lois de l'État et ne se pensent pas eux-mêmes comme des nations ou des corps. Non, l'émancipation doit les pénétrer plus profondément que cela. Bien plus que sur le mode de la simple cession ou de la simple concession. C'est leur propre nature de collectif qui change. Et en l'occurrence, d'abord de collectifs religieux, puisque c'est d'abord historiquement à propos de collectifs religieux que l'émancipation s'est formulée. Il leur faut, à ces collectifs, définir désormais leur propre mode d'engagement collectif, leur propre constitution interne, comme un accueil et même comme une réélaboration des concepts de liberté et d'égalité. Il leur faut, ces groupes donc, s'altérer intérieurement pour s'expliquer à eux-mêmes leur entrée dans la modernité et donc aussi la contribution propre qu'ils sont en mesure d'apporter à cette modernité. Leur propre déclinaison de la liberté, de l'égalité et de la solidarité, non pas seulement en ce qu'elle serait compatible avec celle de l'État laïque, mais en ce qu'elle serait une contribution spécifique, unique, précieuse et nécessaire pour que l'individu qui choisit d'aller à la synagogue, à la mosquée, à l'église, se vive inséparablement comme homme et comme citoyen. Tout comme celui qui décide, évidemment, de ne pas y aller. Je vais dire les choses plus simplement. On ne fait pas des citoyens avec des hommes ou des femmes clivés. Mais surtout, on ne fait pas un État avec de purs individus interchangeables. L'opposition du républicanisme et du communautarisme est le signe d'un problème mal posé. L'opposition qu'on traduit en général culturellement comme une opposition de la France, du modèle de la laïcité à la française et du modèle anglo-saxon. Bien entendu, ces modèles ont leurs caractéristiques. Ils ne produisent pas le même genre de citoyens. Mais tous les deux soulèvent le problème de l'émancipation comme un problème qui n'est pas celui d'un face-à-face distant de l'État et des individus. Les individus, en toute société, sont socialisés. Ils héritent de certaines règles de vie, se pensent comme individus à partir de leur position au croisement
de différentes appartenances. Pour tous, la socialisation est complexe, faite d'héritages diffus, plus ou moins consciemment assumés, plus ou moins repris, avec plus ou moins de lucidité réflexive, d'évaluation rationnelle. Ce qui distingue les modèles démocratiques, les nations libres, et les États-Unis sont aussi une nation libre, non pas comme l'est la France, mais au même titre que la France. C'est un certain rapport entre les individus, les sous-groupes et l'État, qui fait que l'État rend l'individu présent en tant qu'individu au sein même des sous-groupes, et donc que ces sous-groupes sont astreints à un travail sur eux-mêmes qui ne les dissout pas, mais qui les reconfigure. Eux aussi, eux surtout, doivent articuler un récit cohérent de l'émancipation individuelle de leurs membres, conjuguée à l'émancipation collective de la société dans laquelle ils figurent. Ces récits sont difficiles à tisser et à formuler. Ces récits ne sont pas iréniques, ils comportent des blessures, des douleurs, des obstacles. Juifs, femmes, ex-colonisés sont des sujets meurtris. Mais ces blessures n'affectent pas une croyance de fond. C'est que la révolution moderne vise légitimement la liberté et l'égalité de tous, et donc une forme de société très particulière. L'État, même libre, même démocratique et laïque, est toujours critiquable. Mais il est critiquable dans la modernité depuis les idéaux dont il est lui-même le produit. C'est la grande contradiction moderne dans laquelle nous vivons. Et c'est une bonne contradiction. C'est dans ce cadre de philosophie générale, de philosophie politique générale de l'émancipation, concernant tout groupe particulier et tous les individus de ces groupes dans la modernité, que j'ai entrepris dans mon dernier livre, comme je vous le disais, de réinvestir le topos classique de la question juive. Classique parce qu'il a 2 siècles d'existence, que l'on se réfère à la Judenfrage allemande ou à la question juive française. Classique et cependant très difficile à poser aujourd'hui, sereinement, tant il prend place dans un contexte social et politique extrêmement tendu. Son classicisme, la question juive, le doit pourtant à sa centralité native, à son émergence inséparable de la question de l'émancipation citoyenne au sens large. Et cela tout particulièrement dans le cas de la France. Cette France qui, dans toute l'Europe, je le disais, sera la première, en 1791, à émanciper cette communauté. Une communauté qui restait jusque-là en butte à un ostracisme et à une relégation délibérée, encore tout au long du XVIIIe siècle, au sein même de la pensée des Lumières, à l'exception notable d'un auteur comme Rousseau. Les Juifs, c'est le discours général, sont obstinés. Ils ne sont pas intégrables. Les penseurs des Lumières, d'Holbach, Voltaire, Diderot, même Montesquieu, peuvent se passionner pour l'émancipation spirituelle des Noirs des Antilles, des Hurons et des Iroquois. Ils sont tous au fond d'accord avec la formule lapidaire de Montesquieu, avec les Juifs, je cite, « on est en présence d'une obstination invincible pour leur religion qui va jusqu'à la folie ». Or, en quelques années, avec une vitesse vertigineuse quand on la regarde de loin, très exactement entre 1787 et 1789, cette invincibilité se renverse. De sujets obstinément réfractaires, ils deviennent le cas d'école de l'émancipation en France. De sorte que la thèse sous-jacente peut se dire de la manière suivante, la thèse française. Si l'émancipation marche sur eux, si elle fonctionne à leur propos, alors c'est que l'émancipation est invincible, que c'est elle qui est invincible. C'est elle qui est et sera universellement victorieuse. Elle l'est déjà, au moins à titre potentiel.
Potentiellement, quiconque doit être gagné par elle. Allons jusqu'au bout de l'argument. Sur leur cas, l'émancipation se prouve à elle-même sa victoire. Tout à coup, l'Europe, la France, ont alors besoin des Juifs. Besoin de leur émancipation pour que se prouve la grandeur, la force et l'invincibilité de l'émancipation pour tous. 1787-1789. Je vous demande de retenir ces deux dates très rapprochées. Entre ces deux dates, le même homme, exactement le même, parle, écrit. Mais il ne dit pas, il ne dit ni n'écrit plus exactement la même chose en 1787 et en 1789. Cet homme, c'est l'abbé Grégoire, apôtre des Lumières à la française et bientôt membre de l'Assemblée nationale du côté du tiers-État. En 1787, il avait remporté le prix de l'Académie de Metz en répondant à la question suivante. Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux? Il avait été primé comme auteur du mémoire resté célèbre sous le titre de la régénération physique, morale et politique des Juifs. Dans un beau livre qui paraît cette semaine aux éditions du Seuil, Pierre Birnbaum a réuni pour la première fois toutes les pièces du concours, qui avait plusieurs participants, qui avait même 2 tours. Le premier tour du concours avait été un échec en 1787. On en avait fait un second en 1788. C'est à ce moment que Grégoire était primé. Or, on voit à la lecture de tout le dossier que le texte de Grégoire n'était pas particulièrement favorable aux Juifs, qu'il partageait en fait les préjugés des Lumières françaises sur l'obstination invincible, pour parler comme Montesquieu. En 1787, alors, il est seulement question d'améliorer leur sort ou pas. Et donc, de les rendre plus heureux et plus utiles, sans viser l'impossible. Il n'est pas question, dans ces textes, d'émancipation. Par contre, le même Grégoire, en 1789, prône cette émancipation avec chaleur, force et conviction. Que s'est-il passé alors? Ce qui s'est passé, c'est que la nation a été, ou est sur le point d'être régénérée. Que la régénération n'est plus pensée comme celle des individus juifs. Un à un, la cause est entendue, ils sont incurables, sauf à les extirper de leurs conditions par la force, et encore, cela n'est-il possible que si on les prend très jeunes, disait le Grégoire de 1787. L'émancipation intellectuelle et spirituelle, prélude à l'accès à la majorité civile, n'est pas pour eux en 1787. Elle le devient d'un coup, lorsque la régénération change de sens, lorsque il s'agit non pas de régénérer des individus que l'on pense dégénérer, mais lorsqu'il s'agit de régénérer la nation elle-même, lorsque la régénération est élevée à la puissance collective. Lorsque la vie de la nation a pris donc une autre forme, alors ce n'est plus les dégénérés qui doivent être régénérés, c'est l'individu juif qui doit être mis en position de se ressaisir dans sa nouvelle vie, qui est politiquement celle d'un nouveau tout. L'émancipation individuelle peut prendre sens seulement parce que s'est produite une émancipation collective. Pour la nation, du côté de ses citoyens, il n'y a pas de dégénérés. La catégorie n'a pas de sens. L'État libre est plus fort que la dégénérescence, naturelle ou culturelle. Grégoire le révolutionnaire est plus fort que Grégoire le réformateur. Ce passage subit 2 ans, 1 an même, si on prend le second mémoire de 1788. Ce passage subit d'un bord à l'autre de l'histoire de l'émancipation offre le condensé des opérations requises pour que l'émancipation prenne vraiment sens. C'est la première formulation moderne de la question juive.
mais c'est aussi la formulation de la question des modernes. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « La question des modernes », dans leur nouvelle essence, dans leur nouvelle identité d'être émancipés. C'est cela qui apparaît sous un verre grossissant. Cette question brise l'anti-judaïsme qu'on pouvait encore débusquer dans tous les textes du concours de 1787, hormis peut-être celui du seul contributeur juif à ce concours, Alkin Hurwitz, qui était le seul à ne pas partir de l'invincible obstination, de la folie, évidemment, des juifs. Mais, si l'émancipation brise l'anti-judaïsme, si elle est portée à son point d'intensité maximale et exhibe sa criante vérité à propos de ce collectif-là, porté en exemple pour tout autre collectif, ce n'est pas que la haine, la suspicion, voire la persécution vont cesser. Notre histoire, on le sait, est historiquement le théâtre d'un autre retournement. La question juive, au contraire, va fomenter dans son dos autre chose que de l'anti-judaïsme. Elle fomente un mal nouveau, typiquement moderne celui-là, et qui n'a pas de rapport direct avec la religion des obstinés, avec la folie religieuse dénoncée par les tenants des Lumières. Ce mal, c'est l'antisémitisme. Et son autre nom, c'est le problème juif, comme problème social et politique. On confond d'ordinaire la question juive et le problème juif. Il est vrai que souvent, cette confusion est justifiée. Quelques exemples de l'interchangeabilité des expressions. Lorsque Vichy crée un commissariat à la question juive, il s'agit de politique antisémite visant à résoudre le problème juif. Autre exemple, la Judenfrage allemande, telle qu'elle se formule par exemple dans le texte de Marx qui porte ce titre, c'est en fait le problème juif, le refus de Bruno Bauer de leur accorder l'émancipation et l'objection qui lui est faite par Marx, mais aussi l'exigence formulée par Marx d'en finir avec la fonction des juifs dans le capitalisme et donc d'en finir avec le problème juif. Lorsque Sartre, en 1944, écrit ses réflexions sur la question juive, il fait encore résonner le passage du sens négatif au sens positif de l'expression. Les antisémites entendent la question comme un problème, les juifs se posent à eux-mêmes la bonne question en se ressaisissant comme des sujets juifs dans un monde qui les stigmatise. Vous voyez, les deux expressions sont difficiles à démêler. Et pourtant, il faut les démêler, car la nécessité de les démêler relève précisément de notre compréhension de l'émancipation. La question juive, c'est la question que les modernes se posent depuis 2 siècles, lorsqu'ils ont porté l'émancipation à la hauteur de son vrai défi. Faire des êtres émancipés, faire des individus autonomes, avec des êtres, des individus profondément socialisés dans leur sphère d'appartenance, les élever à un niveau d'existence qu'ils ne connaissaient pas, sans pour autant les considérer comme des abstractions, sans les détruire, sans les nier en tant que sujet concret. Le problème juif, par contre, à la différence de cette bonne question juive des modernes, le problème juif, c'est le fait que ce procès d'émancipation produise de nouvelles pathologies sociales, liées au soupçon qu'il serait un procès en réalité biaisé, qu'il reconduirait de nouveaux privilèges, de nouvelles asymétries, de nouvelles dominations secrètes. Je voudrais terminer mon exposé en examinant de plus près ce paradoxe. Paradoxe, je résume, de ce que l'émancipation moderne a eu dans la question juive le révélateur de son défi, le test de sa réussite, et que cette réussite même a engendré dans son sillage le problème juif, comme mal typiquement moderne. Non pas l'anti-judaïsme, mais l'antisémitisme.
ce qui, forcément, devait inciter à dédoubler, à redoubler l'effort émancipateur. Je m'explique. Luttant pour l'émancipation, il fallait qu'une nation libre lutte aussi contre l'antisémitisme. Il fallait qu'elle ne l'oublie pas, qu'elle n'oublie pas cette seconde tâche. Or, on sait qu'il lui est arrivé de l'oublier. Et l'oubliant, il lui est aussi arrivé de ne plus être aussi libre qu'elle pensait l'être. Là encore, les mots, l'histoire des mots, de leur apparition et de leur changement de sens, doit nous servir de guide. Antisémitisme, là non plus, n'est pas un mot français. C'est un mot allemand, un mot journalistique de Wilhelm Marr, à l'occasion de la formation de la Ligue antisémite en 1879. Le mot va, à partir de là, gagner la France comme une traînée de poudre. Son grand héros est Édouard Drummond, l'auteur de La France juive, pamphlet antisémite paru en 1885 et qui va devenir l'un des plus grands succès de librairie de l'histoire de l'édition en France. De cette histoire du succès d'un mot et de la forme d'hostilité aux Juifs qui s'y exprime, avec un tournant racialiste, là encore, marqué dans le lexique, on doit, à mon avis, retenir un aspect qui éclaire d'un jour étrange notre présent. C'est que dans ces années, donc de la fin du 19e, être antisémite était tout à fait respectable, hautement défendable, tout à fait justifié et publiquement justifiable. Cela n'avait rien d'honteux, au contraire. Soyons plus exacts. C'était, dans l'esprit de ceux qui l'étaient, faire preuve de lucidité sur la situation réelle. C'était faire, disait-il, de la bonne sociologie. Drummond, pamphlétaire, journaliste, médiocre écrivain, essayiste au petit pied, se voulait surtout sociologue. Notons que cette positivité, du terme antisémite pour les acteurs eux-mêmes, du mot, signe une grande différence avec d'autres mots apparus plus récemment. Raciste, islamophobe sont des termes utilisés par les cibles ou les victimes des propos et des actes racistes et islamophobes, qui existent bien sûr. Ce sont des dénonciations émises négativement ou contradictoirement. Antisémite aussi, aujourd'hui. Mais antisémite est devenu ce genre de mot. Il ne l'était pas à l'origine. Et c'est en comprenant pourquoi il ne l'était pas que l'on comprend le type de discrimination spécifique qui lui reste attaché, comme le lien pathologique ou dévoyé à l'émancipation moderne qui lui reste collé à la peau. Être antisémite, disais-je, c'est faire de la bonne sociologie. Disais-je ironiquement, bien sûr. Évidemment, même à l'époque, les vrais sociologues s'insurgeaient contre cette usurpation. Mais l'important n'est pas là. Il faut prendre au sérieux les prétendants. C'était dans leur esprit faire de la bonne sociologie parce que c'était pointer le problème spécifique posé par ceux à propos desquels, précisément, l'émancipation était mise à l'épreuve. À propos du cas d'école de l'émancipation, les Juifs. Citoyens français depuis 1791, ils jouent le jeu en apparence. Et il le joue si bien qu'il monte dans les carrières. Or, être bon sociologue, dans l'esprit des antisémites, c'est savoir voir le dessous des cartes. Il faut soupçonner que c'est en le jouant pleinement qu'en réalité ils le dérèglent et le pervertissent. Bref, ils sont encore un groupe dans le moment où on les saisit et où ils se prétendent des individus. Derrière chaque individu se cache un groupe qu'on ne voit pas. Telle est la pseudo-sociologie qui a été le ressort natif de l'antisémitisme, très différent en cela, et même sans rapport avec l'antijudaïsme. Ma conviction est qu'on ne démêle cette histoire, qui est en fait celle d'un dérèglement de la pensée émancipatrice européenne, d'un inaccomplissement de son projet social et politique, que lorsqu'on fait, non de la pseudo-sociologie, mais de la vraie sociologie,
et de la vraie politique sociologique de la modernité. Ce qui revient à raisonner comme je vous l'ai montré précédemment. Non, le procès d'émancipation dont la France a été la pionnière en Europe ne met pas face à face des individus nus et abstraits et un État émancipateur, pourvoyeur de droits, garant d'égalité. Quand on raisonne ainsi, les sous-groupes se reforment imaginairement, fantasmatiquement, et l'émancipation réelle échoue. En réalité, les individus citoyens sont des hommes, et donc des êtres sociaux. Ils ont des appartenances, et celles-ci sont reconfigurées, mais pas niées, pas abolies, sous l'effet des idéaux modernes. Surtout, ils sont amenés à reformuler leurs propres règles d'appartenance, et donc leur propre sens de la justice à la lumière des idéaux modernes. C'est ce qui est arrivé pour les sujets dont je parle dans mon livre. Freud, Heine, Salvador, Léo-Strauss, Durkheim, Marc Bloch, Benveniste, Bernard Lazare. Aucun ne cesse d'être ce qu'il est, aucun ne cesse d'être juif, mais aucun ne l'est à la manière d'un juif de l'époque prémoderne. Et le groupe des juifs modernes, si imperceptible et difficile à dessiner soit-il, n'est pas sans unité, du fait même du récit qui structure ce groupe, qui est justement le récit de l'émancipation des Juifs, réfractés dans leur tradition, épousés grâce à elle. Ni assimilés, ni régressifs, ni dissous, ni fossilisés, ils sont une composante collective de notre histoire à tous, prise comme histoire de la liberté. Mais à condition que cette liberté soit comprise comme celle d'un tout que forme une société moderne, et pas comme une somme de libertés individuellement recherchées chacune pour elle-même. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2017, ce que je viens d'énoncer soit si difficile à dire publiquement? Comment se fait-il que parler des Juifs comme je viens de le faire suscite aujourd'hui une gêne diffuse? Comment se fait-il qu'on ait tant de mal à faire de la question juive autre chose qu'une question qui concerne les Juifs et seulement eux, et qu'on résiste à la considérer comme une question de philosophie politique générale? Ce qu'elle a été pourtant depuis le XVIIIe siècle, comme le prouve le dialogue entre Mendelssohn et Kant, Marx et Bauer, Rosenzweig et Bultmann, ou encore pour la France, Lazare et Péqui. Je finirai par une confidence, et même si une confidence devant un public aussi large, aussi difficile à voir, parce que la lumière est difficile, n'est pas aisée. Je me suis décidé à écrire ce livre parce que j'ai senti depuis 15 ans un étau se resserrer sur cette question. Et que je crains que l'analyseur général et générique de la modernité que constitue la question juive ne soit bientôt plus du tout disponible. Ce qui, à mon avis, signifierait une rechute, une dégradation dans la pensée et la pratique de l'émancipation de tous et pour tous. L'antisémitisme en Europe n'a pas disparu. Depuis 15 ans, c'est une évidence qu'il prospère dans les discours et dans les actes. D'autres violences, bien entendu, émergent aussi, nouvelles dans leur forme comme dans leur intensité. D'autres discriminations subsistent et prospèrent. Mais pour ce qui est de l'antisémitisme, une distinction doit être faite. Il ne s'agit pas d'entrer dans la mesure des intensités, dans la mesure de la permanence, dans la mesure de la généralisation. Je ne veux pas entrer dans ce jeu piégé, funeste pour tous, des comparaisons et des mises en concurrence. Je veux juste souligner un point qui touche directement à mon propos. C'est que, dans le cas qui nous occupe, le fait s'accompagne invariablement de sa dénégation. L'antisémitisme croît, et à mesure qu'il croît, il devient plus innommable comme antisémitisme, toujours plus intensément ramené
à d'autres formes de violence globalement racistes ou discriminatoires, lorsqu'il n'est pas simplement réfuté. Voilà le point qui a déclenché mon enquête. Il y a une violence antisémite, inouïe sous certains aspects, mais encore une fois, je ne m'appesantis pas sur la violence objective. Et c'est une violence qui, outre les peines qu'elle cause à ses cibles, outre l'insécurité qu'elle engendre et qui pousse souvent les personnes au départ de France et d'Europe, touche un point de résistance du discours commun. Si on est sincère, il me semble que cela, tout le monde, juif ou non juif, l'éprouve, le sent. Et j'ajouterais, surtout en France, sur les juifs, quand il est question d'eux, les discours se polarisent, se figent, s'écartent au point d'empêcher toute analyse sereine et lucide. L'urgence, alors, c'était de forcer la réflexion à reprendre le dessus, s'élever contre l'expulsion dont elle fait l'objet précisément dans cette matière, ce qui revenait à parler de l'émancipation en Europe et à comprendre ce qui a bloqué son impulsion, au point qu'elle ne puisse plus voir ce que lui enseigne son cas d'école. Voilà, je vous remercie. Dans l'antisémitisme actuel, on voit bien également que antisionisme et antisémitisme, à un moment donné, peuvent se rejoindre. Ils peuvent se rejoindre justement sur la question de l'émancipation, parce que lorsqu'on lit les discours, qui sont des discours de nature non pas antisionistes, mais bien antisémites, comme ils peuvent l'être par un certain nombre de groupuscules, d'organes, des indigènes de la République ou autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que finalement, cette émancipation des Juifs n'est pas réelle, et ils rajoutent à ça que cette émancipation, elle cache, bien sûr, une infériorité, non pas cette fois à un groupe, au groupe communautaire juif, bien sûr, religieux, mais à celui d'un État. Et en fait, moi, ça m'a éclairé, parce que votre démonstration est totalement éclairante. Parce qu'elle me donne à moi, enfin, journaliste, une perspective qui est une perspective différente, bien sûr, et un lien entre les deux. Et voilà, j'aimerais que vous me dites si je suis dans le vrai ou dans le fou après votre intervention. Je crois qu'au fond, l'État d'Israël est traité comme un substitut de communauté. Or, dans cette perspective, évidemment, si on dit ça, ça pose un problème, pas seulement cette fois-ci à la France ou à l'Europe, lorsqu'elle a à gérer ce genre d'imputation, mais à l'État d'Israël aussi, et au lien que les Juifs ont à l'État d'Israël. Il ne faut pas éluder cette question. Est-ce que je peux dire une chose, c'est que ce point de vue, à mon sens, également fait donc des Juifs des citoyens nouveaux, comme si ils étaient finalement des citoyens français depuis une ou deux générations. Ouais. C'est ça ce qui est frappant. Pardon. Oui, non, vous avez raison. La question est de savoir ce que la création de l'État d'Israël a modifié dans l'histoire de l'émancipation des communautés européennes. Pour moi, cette question ne se traite, c'est une question que j'aborde dans le livre très directement, cette question ne se pose que si on fait une généalogie des raisons pour lesquelles a été créé l'État d'Israël. Autrement dit, que si on se dit l'État d'Israël a procédé d'une volonté européenne, en fait. Le sionisme est une idée européenne. Quelle idée européenne a été le sionisme? Ça, c'est la question que ne se posent jamais ceux qui imputent aux Juifs une double appartenance. Ce qu'il faut penser, c'est que les Juifs peuvent penser à l'État d'Israël comme, non pas leur second État, mais un État qui existe dans le monde, censé possiblement salutaire pour eux si l'Europe échoue et rechute. Autrement dit, il y a une justification de l'État d'Israël, et c'est très difficile ça parce que ça veut dire, ça pèse sur la politique israélienne. Ça veut dire que l'État d'Israël doit toujours se penser lui aussi comme ça, lui aussi en relation à l'Europe. Or, la politique israélienne actuelle n'a plus cette préoccupation sioniste originaire qui est de représenter l'État, non pas
auquel les Juifs appartiennent, pas du tout, hein, mais l'État qui, dans le monde, apporte une solution éventuelle à une persécution des Juifs, principalement en Europe. C'était la raison du sionisme, c'est pour moi la seule justification de l'État d'Israël, hein, et c'est cette logique-là qui est en train de se perdre pour plusieurs raisons, hein, dont toutes ne sont pas imputables au groupement ou à la coagulation d'affects antisémites en Europe, pas du tout. Hein. Il y a bien aussi, du côté de la politique israélienne, une nécessité de repenser son lien à l'Europe, de repenser son histoire, en fait. Son histoire. Vous voyez ? C'est comme ça que je vois le problème de la double appartenance, qui n'est pas une double appartenance. Dans ce cas-là, on a, hein, vous voyez, une appartenance pleine et entière à l'État français, mais une conscience de ce que l'Europe doit faire pour rester vigilante à l'égard de ce mal moderne. Il y a également quelque chose qui me donne à penser dans votre exposé, dans votre conférence, c'est ce moment de la Révolution française, c'est-à-dire ce basculement. En fait, la Révolution française, vous me direz si je me trompe, a comme particularité par rapport aux autres révolutions qui ont eu lieu avant, de parler non pas d'un individu concret, ce que font les autres révolutions, mais de l'individu abstrait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup, c'est intitulé « Y a-t-il une émancipation à la française ?» Vous savez, comme « Y a-t-il un jardin à la française ?» avec cet aspect-là. Enfin, je ne sais pas si Christophe a pensé à ça par sa malice habituelle, mais c'est vraiment à ça que je pense. Et donc, la Révolution française pose, évidemment, pour la première fois, cet individu comme un individu absolu, pas un individu concret. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi... Est-ce que la barre n'est pas finalement tellement haute, justement? Vous avez vu le point qui est pour moi décisif dans la démonstration. C'est-à-dire que, effectivement, ça, c'est le discours des révolutionnaires, hein, l'abstraction de l'individualité. Je pense que la révolution n'est pas consciente, les révolutionnaires n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient exactement. Et je pense que la possibilité d'arriver au discours révolutionnaire était en fait l'héritière d'une longue, non pas émancipation, mais en tout cas individualisation, hein, dans les groupes d'appartenance. Autrement dit, ça ne s'est pas passé, c'est pas qu'on a découvert en 1789, même si mon récit évidemment théâtralise très fortement la soudaineté, hein, 1787-1789, deux langages incompatibles en un certain sens, hein, mais deux langages incompatibles que seule la vision que nous a livrée la Birenbaum dans ce livre récent nous permet global, nous permet de voir dans leur incompatibilité. Parce que nous, on se dit, effectivement, notre grandeur, c'est que les Lumières nous ont légué l'individu abstrait. Et qu'avec l'individu abstrait, on a fabriqué l'État. Je pense que c'est un récit superficiel et impraticable, et que la politique française, en réalité, ne l'a jamais pratiqué ainsi. Autrement dit, je pense qu'il y a un idéal posé, hein, d'un État qui serait un État des individus, mais il y a un travail fait réellement dans les sous-groupes sur une très longue histoire qui fait que on n'a pas fabriqué la France avec des individus abstraits. On a fabriqué la France avec des groupes. Alors, là, la comparaison devient très intéressante avec les autres pays d'Europe. Notamment avec l'Angleterre. J'ai peu parlé de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est très étrange parce que l'Angleterre ne connaît pas, au fond, l'antisémitisme franco-allemand. Cette forme-là de mal, l'Angleterre ne le connaît pas. Pourtant, l'Angleterre émancipe, à proprement parler, c'est-à-dire accorde une égalité pleine et entière à ses sujets, au sujet de la couronne, juifs, tard, au milieu du 19e, 50 ans après la France. Sur quoi comptait l'Angleterre? Pourquoi ça ne posait pas un problème? L'Angleterre comptait sur la société civile comme société commerciale. L'Angleterre produisait, hein, une forme de participation à la vie de la nation, hein, à l'aide des relations de la société civile. La France, elle, a posé que ça n'est pas avec les relations constituant la société civile qu'on fait des vrais citoyens.
on fait des vrais citoyens avec la conscience pleine et entière d'appartenir à un État libre. Et donc avec l'attribution de droits. De droits non pas à exercer seulement les professions, mais de droits à participer à la confection de la loi, de droits politiques. Pour moi, l'émancipation à la française est grande par ce don d'une participation à l'élaboration des lois. Autrement dit, d'une implication de tous, hein, dans le fait qu'on n'est pas simplement une société civile qui fonctionne bien, mais une nation libre. Alors, il y a un prix pour ça. Il y a un prix. Le prix, c'est que des soupçons, des pathologies se reforment, que j'ai essayé de vous décrire. C'est l'une des pathologies, à mon avis, c'est la plus significative parce que c'est celle qui prend sens à partir de la Révolution et ne cesse pas jusqu'à aujourd'hui. Mais il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. La façon dont le colonialisme, évidemment, a été abordé, réglé sur la longue durée et non réglé en partie, hein, engendre lui aussi d'autres pathologies. Bref, l'émancipation à la française n'est pas un récit irénique. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne faut pas perdre sa grandeur, qui est la participation de tous, y compris les sous-groupes, hein, à la pensée de la justice des lois. À la pensée de la justice des lois. Ça, je soutiens que l'émancipation anglaise, plus douce, hein, passant par la participation à la société civile, hein, ne le construit pas. Ne le construit pas. Je pense que la question d'Israël est une question malheureusement extrêmement complexe, et pour un juif c'est extrêmement complexe parce que beaucoup de membres de ma communauté, enfin, si vous critiquez Israël, vous êtes un antisémite. Il y a maintenant cette chape de plomb où il est impossible de dire quoi que ce soit sur l'État d'Israël. Et voilà. Et d'autre part, disons que l'État d'Israël est un État quand même artificiel tel qu'il est. En 1948, c'était pour se donner bonne conscience. Et je crois que si j'étais palestinien, je dois dire que moi, je ne suis pas responsable de ce que vous avez fait aux Juifs pendant la guerre. Merci. Les colonisés, en tant que colonisés, n'ont jamais, en fait, été émancipés. Donc, si vous voulez, la question, elle se pose sur la longue durée. Elle se pose, à mon avis, à partir du moment où la décolonisation a été embrassée par l'ensemble des nations européennes comme la seule voie possible pour reproduire leur propre constitution politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on érige les unes contre les autres ces communautés qui héritent de différents récits de l'émancipation. Je trouve que le point le plus dangereux de notre situation, c'est, et c'est pour ça que vous avez entendu la fin de mon exposé, hein, je ne veux pas entrer dans le jeu des concurrences des mots. Il est évident qu'il y a du racisme, il est évident qu'il y a de la discrimination, il est évident que la société française est faite de tensions multiples liées à son histoire et que l'histoire de la colonisation fait partie, hein, des blessures de l'histoire de France qu'elle a, sur la longue durée, à régler. Ce que j'ai voulu dire, simplement, c'est que sur la question de ce que l'État émancipateur, formulant initialement son projet, est capable de faire, hein, et donc la tâche qu'il a sur la longue durée, le moment 1787-1789, hein, ce double moment, et la possibilité pour des juifs comme la famille de monsieur de dire « heureux comme Dieu en France », hein, ou « heureux comme un juif en France », il y a les deux formules qui se disaient en yiddish en plus, hein, c'était des phrases yiddish. Bon. Cette formule-là, elle doit servir de guide pour toutes les exigences de respect des droits. Voilà. Donc je ne veux pas entrer dans la
la confrontation, la mise en concurrence des deux communautés. Je vous l'ai dit, je ne crois pas à la pertinence de la grande opposition républicanisme-communautarisme. Je pense que c'est utile dans le débat public parce que ça sert à constituer de grandes polarités, hein, mais je pense qu'il faut aller au-delà de pôles figés, un pôle républicain intransigeant, concevant ses exigences sous une forme extrêmement rigide et nous voyant face à lui que des individus abstraits, donc, et de l'autre, une conciliation, un multiculturalisme qui agrégerait les uns aux autres des communautés auxquelles on laisserait une marge d'autonomie bien plus grande. Le vrai problème, pour moi, il se pose depuis la question, qu'est-ce que c'est qu'un individu? Qu'est-ce que c'est qu'un individu? Et quelle que soit la société dans laquelle on le prend. Pour moi, un individu est toujours le produit d'une construction collective. Faire l'expérience de soi-même, c'est toujours possible, mais on fait l'expérience de soi-même à travers certains discours, certaines formes de pensée dont nous héritons, qui nous sont données, qui sont disponibles pour nous, qui nous permettent de concevoir ce qu'est notre autonomie, de définir nos droits. Nous n'avons pas des droits absolument. Nous avons des droits tels que nous pouvons nous les formuler comme des attributs de notre personne, ou en tout cas des demandes, des exigences possibles que nous pouvons formuler depuis nous-mêmes. Alors, cet individu-là, qui est le produit d'une construction collective que la société a rendue possible, cet individu-là, par quelle histoire se construit-il ? Et qu'est-ce que l'émancipation à la française, l'histoire politique qui est la nôtre, a fait dans cette histoire? Pour moi, ce qu'elle a fait, je vous l'ai dit, c'est avant tout d'imposer aux sous-groupes, aux différentes communautés d'appartenance, aux différentes corporations professionnelles, aux différents corps, non pas de se dissoudre, ça c'est le discours juridico-formel abstrait, hein, non pas de se dissoudre, mais de se repenser, puisque les individus appartiennent à des groupes, de se repenser dans leur contribution à la justice collective pour tous. Ce qu'il y a de spécifique pour moi à la France, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, se repenser dans la contribution à la justice pour tous? Ça veut dire d'abord, quelle place faites-vous, vous, les groupes d'appartenance, à l'individualité, l'égalité et la liberté? Comment la déclinez-vous? Cette question, elle est adressée au groupe d'appartenance et c'est une bonne question. Autrement dit, l'individu n'est pas individualisé par l'État du haut, hein, mais il est produit par les sous-groupes dans leur confrontation avec ce nouvel État. C'est la différence avec un prince, hein, ou un roi, comme je vous l'ai dit, qui octroie, qui concède des droits à ses sujets. Là, il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit d'imposer aux composantes de la société française de participer au projet général. D'y participer, c'est-à-dire de fournir, eux aussi, de contribuer à la pensée des lois justes. Alors pour moi, si vous voulez, le schéma général de l'émancipation à la française, c'est cette dialectique, hein, à trois termes. L'État, l'individu, certes, mais l'individu dans ses appartenances. Est-ce que, en disant ça, j'incline du côté communautarien? Alors ça m'a été reproché, hein, puisque c'est effectivement la polarité. Je ne crois pas, parce que je crois que les communautés, dans cette perspective, ont une tâche extrêmement difficile, bien plus difficile que quand on les laisse régler, hein, la vie collective dans leur espace, dans leur coin. Là, pas du tout. Elles sont convoquées à la participation du tout. Voilà. C'est ce qui fait que je ne me crois pas communautarien, tout en étant un républicain réaliste. Parce que vous avez parlé de régénération à la puissance collective, et je voulais savoir si c'était le franc-maçon Rousseau qui avait inspiré le franc-maçon Bonaparte. C'est un moment très important, hein, la formation du consistoire, le grand Sanhédrin, les textes du grand Sanhédrin, la façon dont le Sanhédrin répond. Hein, alors, je crois que l'histoire de France
justement, peut se lire comme différentes manières d'entendre la phrase qu'a prononcée monsieur, là, heureux comme Dieu en France. Hein, la phrase yiddish, c'est vraiment heureux comme Dieu en France. Elle s'est entendue alternativement de façon littérale et de façon ironique. Il y a eu des moments où elle était entendue, c'est vrai, ça décrit une situation, on est heureux ici comme aucun pays ne nous a permis d'être heureux. Avec les exigences, et le Grand Sanhédrin c'était ce moment de très haute exigence, mais avec aussi des conditions pas simplement donc de bonheur individuel ou de participation à la société civile, mais de possibilité de participer à la construction de l'État, la possibilité d'aller jusqu'à dire la parole de l'État, autrement dit, jusqu'à s'occuper du tout que nous formons. Ça, pour les Juifs, ça a été, je crois, inouï, et c'est l'acception littérale de « heureux comme Dieu en France ». Maintenant, l'acception ironique, c'est les moments de rechute. Et ces moments de rechute, il y a eu Vichy, mais il y a eu aussi l'affaire Dreyfus. Alors, ce que j'ai voulu décrire dans cette conférence, c'est le fait paradoxal, que cette émancipation-là, dans sa grandeur et dans le trésor qu'elle a représenté pour les Juifs, a aussi engendré une forme d'antisémitisme tout à fait spécifique. Voilà. Et ça, c'est une seconde tâche pour l'État. Voilà. J'ai employé cette formule, ça redouble la tâche de l'État. Parce qu'il doit être vigilant à l'égard de ce qu'il a, d'une certaine manière, lui-même déclenché, non pas en le voulant, mais en produisant cet accès des Juifs jusqu'à la fabrique, la pensée de la loi commune. Vous voyez ? La dernière question de ce côté de la salle pour équilibrer. Merci pour cette... La dernière. Merci pour cette contribution. Bon, juste un petit constat concernant moi, et une inquiétude surtout, c'est... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez tenir le micro un tout petit peu plus près pour que toute la salle entende? Voilà. Une inquiétude au milieu scolaire, la montée de l'antisémitisme, surtout chez les jeunes générations, et parce que justement, la Shoah n'a presque plus de place dans beaucoup d'actions scolaires ou parascolaires, et surtout que les jeunes n'ont une perception d'Israël et du juif qu'à travers le conflit israélo-palestinien, ce qui est exploité par justement certains groupes. Alors, ma question, c'est que tout à l'heure vous avez dit il faut voir ces groupes ou ces communautés jusqu'où ils peuvent contribuer avec leur réflexion sur la question de l'égalité et aussi la liberté. Ce sont deux questions centrales à mon sens. Mais actuellement se pose la question quand même de l'islam en France. Comment peut-on décliner votre réflexion sur l'émancipation et surtout quel droit accordé par l'émancipateur aux individus, et ne faut-il pas légiférer à un certain moment quand il est difficile justement d'arriver à un consensus à ce niveau-là? Merci. Merci. Alors je vais dire à la personne qui éteint le micro que c'est vraiment c'était la dernière intervention. Voilà. Parce que je l'ai dit déjà 2 fois, je le dis une 3e, pardonnez-moi, au risque de pas être désagréable. Et je vais même dire aussi une autre chose que l'orateur a déjà dit 2 fois et qu'il va devoir dire une 3e fois, c'est qu'il ne souhaite pas entrer dans un jeu de comparaison, mais je vais quand même lui laisser la parole, parce que s'il y a un domaine où comparaison n'est pas raison, et comme nous sommes tous attachés à la raison ici, c'est bien celui-ci. Vous avez la parole. Merci de cette précision, effectivement. Mais je ne veux pas éviter de répondre sur le point suivant. D'abord, pour être clair sur la question de l'islam, je ne pense pas que l'antisémitisme soit un concept ou une inclination produite par une communauté susceptible d'émerger du côté d'une communauté religieuse. Un anti-judaïsme, c'est possible. Mais au fond, vous savez,
toutes les religions ont leur tendance à stigmatiser des groupes. Hein. La question, pour moi, de l'antisémitisme, qui, je ne le nie absolument pas, touche des communautés de jeunes issus de l'immigration bien souvent, mais au fond touche ces communautés en relation à d'autres discours, Pour moi, l'antisémitisme est forcément une inclination liée au sentiment que le projet d'émancipation ne remplit pas ses promesses et donc qu'il est biaisé. Voilà. C'est ça, la vraie pathologie. Donc, je ne m'interroge pas sur la question de savoir si les antisémites sont inspirés par des dogmes religieux ou une pensée religieuse ou des appartenances communautaires spécifiques. Je m'interroge sur la manière dont se construit cette idée que l'émancipation échoue et donc que cet échec est imputable à un sous-groupe dont on suspecte qu'il ne joue pas le jeu. Vous voyez, dont on suspecte qu'il ne joue pas le jeu. Alors, pour analyser l'émergence des affects, des discours, des inclinations antisémites, je crois que c'est toute cette analyse sociologique qu'il faut faire. Quel groupe ou quelle classe sociale s'articule, se relie sur ce diagnostic d'échec-là, et cette imputation liée à un diagnostic d'échec. Cher Joseph, cher Monsieur Cassanti, mes frères et mes sœurs, mesdames et messieurs, ainsi s'achève la première journée de ces utopiales sur le thème de l'émancipation que vous avez brillamment décrite et en profondeur sur l'exemple de votre travail de recherche. Cette émancipation est au cœur de l'humanisme classique, comme nous l'évoquions dans la table ronde qui a précédé, c'est-à-dire cette philosophie des Lumières qui est une philosophie individualiste, de promotion de l'individu par opposition à la communauté, par opposition à une structure holiste, dirait le monde de la société, où l'individu, ainsi promu, par l'usage de sa raison, par l'usage de sa raison critique, va dégager sa liberté en critiquant l'ensemble des déterminismes et des servitudes qui pèsent sur lui. La collectivité, la tradition, la religion, la superstition, toute idéologie politique. Et en mettant à distance, même si je reconnais que c'est un peu abstrait, une reconstruction, peut-être pas dans les faits concrets, mais en tout cas, tel est l'idéal. En mettant à distance, par l'usage de sa raison critique, l'ensemble de ses servitudes, il dégage l'espace de la liberté individuelle et institue son autonomie, c'est-à-dire sa possibilité de dicter lui-même sa loi. Cela au niveau individuel. Et au niveau collectif, si donc la loi sociale n'est pas dictée par l'extériorité d'une loi, c'est-à-dire par l'hétéronomie de la loi qui viendrait de la tradition ou d'une religion, alors ces individus peuvent contractuellement, par la confrontation de leur libre volonté, créer un bien commun, un intérêt collectif, passant par la loi, et qui permet de dégager cette fois-ci un espace social autonome, un espace de délibération commune, dirait Jürgen Habermas, où chacun et chacune, librement, à égalité, peut participer à l'édification de ce bien commun, qu'il soit la prospérité matérielle, la justice sociale, l'égalité, l'accomplissement intellectuel et, nous dirions ici, spirituel également, de cette humanité. D'ailleurs, on comprend pourquoi cet espace est laïque, à terme. C'est parce que nul ne peut plus se prévaloir d'une autorité religieuse sur les autres pour instituer sa vérité. Il s'agit dès lors de construire une société en commun. Tel est l'idéal de l'émancipation de l'humanisme classique, qui n'est peut-être pas dans les faits exactement cela, il faut évidemment passer aux pratiques et aux expériences,
mais un petit peu comme celui qui ne sait pas s'il est libre. C'est ce que disait Spinoza, je me sens peut-être libre dans l'ignorance de l'enchaînement des causes qui pèsent sur moi, mais sachant, comme dirait Kant, ce qu'est la liberté, et en me consacrant à cet idéal, eh bien j'accède moi-même à cette liberté. Mais Joseph le rappelait, il y a un émoussement de l'émancipation actuelle. Et moi, c'est sur ce point-là que je voudrais conclure. Et cela a été rappelé, nos politiques actuelles, nationaux, dans l'indigence généralisée intellectuelle qui est la leur, évidemment, ne parlent plus d'émancipation. Et alors, je me demande pourquoi. Eh bien, peut-être parce que le moteur des sociétés libérales, c'est justement l'émancipation infinie de l'individu. C'est la promotion hyper-individualiste des droits sur, justement, l'effacement des communautés. Parce que la société libérale, moi l'aurais-je martelé, c'est avant tout l'atomisation sociale, l'indifférence à autrui, transformant l'individu, pour reprendre l'expression de Deleuze et Guattari, comme une machine désirante, vouée à la simple satisfaction égoïste de ses intérêts privés. C'est une promotion des passions tristes. Et voulant enfermer l'individu dans la sphère de l'inassouviabilité, de son désir inextinguible, j'arriverai à le prononcer, eh bien, on le rend indifférent à autrui. La société libérale, c'est la société des experts. C'est la société de la dépolitisation. C'est la société de la décommunautarisation. Et c'est peut-être pour ça que l'émancipation est émoussée. Parce que voilà une société qui va vers l'hyper-individualisme, toujours plus grand, toujours plus absolu, et rendant toujours plus insensible à autrui. C'est très exactement la critique au XIXe siècle, pour reprendre, vous avez conversé avec Michel Oriot-Sarcé, la critique que ceux que l'on va qualifier après coup, de socialistes, spiritualistes ou utopistes, les saint-simoniens, les fouriéristes, Pierre Leroux, eh bien, commençaient à critiquer, c'est-à-dire cette déshumanisation, cette atomisation sociale liée à la révolution industrielle. Et au fond, peut-être que par une facétie de l'histoire, l'émancipation aujourd'hui, c'est peut-être ce mouvement réassociationniste, recréer du lien social, recréer du sens commun, recréer un projet commun, donc aller à rebours justement de ce processus libéral d'atomisation sociale et d'hyper-individualisation. Et c'est peut-être cela le grand défi. C'est de refonder une vaste communauté qui ne soit pas un communautarisme. C'est se redonner des raisons d'un destin collectif sans se limiter à la spécificité de telle ou telle communauté. Et peut-être que nous, francs-maçons, modestement, humblement, mais nous essayons dans nos loges de recréer cette sociabilité commune, cette association, cette sensibilité à autrui, qui nous le rend plus humain, qui nous le rend comme un frère, et qui permettent de travailler ainsi inlassablement à l'avènement d'une véritable fraternité. Et je conclurai, je l'avais repris hier soir, sur la phrase de Pierre Leroux, qui définissait le socialisme utopique, je ne parle pas de politique présente naturellement, je reste à l'échelon philosophique.
mais que nous pourrions peut-être reprendre. Le socialisme utopique, c'est la liberté, la fraternité, l'égalité et l'unité, sans qu'aucun de ces termes ne soit sacrifié et qu'il faut rendre absolument conciliable. Voilà, je crois, le grand défi de notre société contemporaine, c'est que nous qui sommes attachés à la République démocratique, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec la simple souveraineté populaire, avec l'exemplarité, je n'ose pas parler d'exemplarité politique par les temps qui courent, une certaine immoralité reine, une République démocratique résolument laïque, assurant la neutralité confessionnelle et l'incompétence juridique de l'État en matière religieuse, et le corollaire, la neutralité politique des religions, que l'on oublie un peu trop souvent, mais une république éminemment sociale et solidaire, donc fraternelle. Je vous remercie de votre attention.